Abdelaz Ekri, qui est membre du bureau exécutif du Conseil français du culte musulman, le CFCM, et président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, plus exactement l'Observatoire national des actes homophobes, je crois. Enfin, ça doit revenir à peu près au même, mais c'est pour la précision de l'expression. En général, je crois que M. Abdelaz Ekri, mais il va le dire beaucoup mieux que moi, d'après ce que je sais, il dénonce en général l'instrumentation de la laïcité de l'État, et de la laïcité, disons, contre l'islam, et le deux poids deux mesures assez généralisé qui transparaît, il est vrai, dans beaucoup de décisions de justice et dans les propositions, dans les propos de beaucoup d'hommes politiques en ce qui concerne, disons, par rapport aux autres communautés religieuses. Ça me semble exact. M. Zekri, en général, mais il va le dire tout de suite, je pense, récuse le concept d'un islam de France, a priori, disant que, ce qui est vrai, que l'islam est une religion universelle, une religion révélée comme les autres, et qui doit être traitée donc de la même manière que les autres religions, ce qui me paraît être plein de bon sens. Autrement dit, parle-t-on, c'est vrai, d'un christianisme de France, ça paraîtrait complètement incongru, parle-t-on d'un judaïsme de France, ça paraîtrait, on pousserait des cris d'orfraie, si on entendait. Et au fond, pour M. Zekri, derrière le terme islam de France se cache une perception islamophobe de l'islam, je crois. Dire l'islam de France, c'est l'islam de la paix et de la tolérance, ça sous-entend bien évidemment que parler de l'islam qui n'est pas de France, c'est l'islam de la haine et de l'intolérance, et de la guerre, et de la violence et du terrorisme. Ça c'est certain. Alors, plus généralement, mais il va l'évoquer certainement, même que si je ne suis pas prophète, il évoque en général la colère de la communauté musulmane en France, et il estime que lutter contre l'islamophobie, la stigmatisation et les mesures spécifiques visant les musulmans, par exemple, les soigner aux petits oignons, les petites carottes, que c'est un premier pas pour améliorer, alors je ne vais pas reprendre l'expression le vivre ensemble, qui est une expression haïssable, mais pour améliorer finalement la coexistence et la convivialité des différentes communautés au sein de l'ensemble de la République laïque française. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Monsieur le Président Abdelaz Ekri, la parole est à vous. Vous avez 15 minutes. Je vous remercie. Avant de commencer ma déclaration sur le nouveau mode d'expression de l'islamophobie en France, je voudrais un petit peu rejoindre rapidement ce qu'a dit mon ami Rana Benchir concernant la convention de l'UMP. J'étais tout à l'heure à l'AFP et au sein de quelques télévisions et une dizaine de radios où j'ai dénoncé cette mascarade, où j'ai condamné avec force les membres du CFCM, mes collègues avec lesquels il y a eu une réunion, on s'est mis d'accord de ne pas s'y rendre, finalement il y a eu trahison. Et quand on trahit, on devient des traîtres, et quand on est des traîtres, on n'a plus sa place au sein du Conseil français du culte musulman. On ne peut pas aller à une convention sachant d'avance ce qui M. Sarkozy allait dire. Alors, la laïcité, elle ne se limite pas à un foulard, elle ne se limite pas à une longueur d'une jupe, elle ne se limite pas à des fantaisies comme ça. Donc, par conséquent, je voulais apporter cette précision. Oui, Monsieur le Président, l'islam de France, pour moi, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, et si je le rencontre, je changerai de rue. Parce que le jour qu'on dira le christianisme de France, le judaïsme de France, peut-être j'accepterai l'islam de France. L'islam est une religion universelle, elle doit être traitée de la même manière que les autres religions, pas plus, pas moins. Ne demandons pas des faveurs. Alors, l'introduction générale concernant les nouveaux modes. Je voudrais quand même dire et remercier les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette intervention. Alors, l'immigration d'origine musulmane en Europe et notamment en France ne date pas d'hier. En effet, plusieurs générations ont été installées depuis le XVIIIe siècle et ont contribué aux efforts de développement économique de la France et à défendre la nation en y sacrifiant leurs âmes dans les conflits de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Les enfants et petits-enfants de ces familles d'origine musulmane ne se sentent pas pour autant traités citoyens à égalité de notre pays des droits de l'homme, des libertés et d'égalité. Facilement reconnaissables par leur couleur de peau, leur nom et origine, ils sont discriminés et marginalisés par plusieurs formes visibles et invisibles dans leur vie quotidienne. Malheureusement, les événements d'origine externe ou interne, liés à l'origine musulmane de leur famille, donc leurs croyances et modes de vie, servent d'alibi pour semer davantage la haine, l'intolérance et l'exclusion. Au moment de l'explosion de plusieurs modes d'islamophobie, discrimination fondée sur la peur de l'islam, l'État garant de la stabilité et de la paix, souvent pour des raisons d'enjeux électoraux, ne joue pas suffisamment son rôle de manière ferme, claire et exemplaire, alors que ces citoyens français d'origine musulmane se comptent par millions.
Je tenterai donc dans un premier temps de présenter très brièvement les sources d'alimentation de l'islamophobie, avant de préciser dans un deuxième temps ses modes d'expression et de proposer enfin, un troisième lieu, quelques préconisations. Principale source d'alimentation de l'islamophobie en France. Depuis les attentats terroristes abominables du 11 septembre 2011 aux États-Unis, encore plus grave depuis le 11 janvier 2015 en France, les musulmans installés en Europe et en Occident depuis des générations ont été les premiers à être gravement touchés par ce climat de plus en plus difficile et deviennent la cible d'une hostilité accrue malgré les alertes et les efforts des organisations et associations qui militent pour la paix, la tolérance et le bon vivre ensemble. Les musulmans sont pris en otage et sanctionnés à triple titre. D'abord par les actes barbares que portent les extrémistes islamistes, qui salissent les vraies valeurs de l'islam, paix et tolérance. Ensuite par les actes discriminants de plusieurs formes d'islamophobie, individus et institutions. Enfin, par les restrictions, surveillance et instauration des lois par l'État lui-même contre les libertés de conscience et principalement sur la base d'une interprétation fallacieuse de la laïcité. Élément de cadrage de la notion islamophobe. La notion d'islamophobie qui semble la plus largement adoptée est l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des institutions ou des individus en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Les différentes formes d'actes commis sont provoquées et légitimées par des opinions, des discours, voire des lois, incitant à l'hostilité et au rejet de l'islam. Le foulard islamique, hijab, le niqab ou voile intégral, la jupe longue, le repas halal, le salafisme, le fanatisme, le fondamentalisme, la guerre sainte, le djihadisme, les guerres en terre d'islam et la liste est longue sont devenus les nouveaux modes d'expression de l'islamophobie en France. Ils sont de manière directe ou indirecte associés à l'islam pour semer la confusion et prêter à cette grande religion pratiquée par plus d'un milliard d'individus tous les travers, déviations et formes d'extrémisme. Le commun des mortels se trouve submergé de concepts qu'ils ne maîtrisent pas, mais qui renvoient tous à l'islam. Les sources d'alimentation sont multiples et variées. Sources événementielles internationales et comportements extrémistes. Loin de moi l'idée de nier toutes les crises qui secouent le monde arabo-musulman. La complexité des rapports et tensions en terre d'islam. L'impact de ces crises sur les jeunesses en quête de sens, mais le raccourci est vite établi pour associer ces crises profondes à l'islam. Les agitateurs pour différents conflits d'intérêts sont nombreux, soutenus et alimentés par les rivalités externes. Depuis les conflits israélo-palestiniens des années 40 jusqu'aux attentats sanglants de ces dernières années, en passant bien évidemment par les interventions militaires de l'Occident dans des pays musulmans, l'idéal des rapprochements entre les peuples et les objectifs de paix, de tolérance et de bon vivre ne fait que s'éloigner. Cette situation pousse malheureusement les extrémistes à commettre des actes et les frustrations des jeunes devant la faiblesse et la lenteur des interventions des services de l'État ne font qu'aggraver davantage les comportements extrémistes de tous bords. Sources culturelles et éducatives. Aucun travail pédagogique n'est adopté pour cerner ces concepts et voir leur lien avec cette grande religion qui prêche la paix, l'ouverture et la tolérance. Apprendre les vraies valeurs de l'islam à nos jeunes et aux autres est loin d'être un objectif. La faillite morale de la classe politique et son incapacité à apporter des réponses en profondeur dans le cadre d'un nouveau projet de société, aux questions et interrogations, aux défis et aux craintes des Français les conduisent à trouver dans l'islamophobie et ses différentes expressions le bouc émissaire et le terrain fertile pour échapper à leurs responsabilités. Certains pseudo-intellectuels ou intellectuels faussaires, pour reprendre l'expression de M. Pascal Boniface, se servent aussi de ces concepts pour soit vendre, trouver une visibilité ou tout simplement venir grossir les rangs de ceux qui estiment que la nation est menacée par un ennemi invisible qui constitue en quelque sorte la cinquième colonne, monsieur le maire de Nice. Il faut également noter que la marginalisation et l'ignorance de la contribution de la culture islamique dans les domaines de la science à la civilisation mondiale et notamment occidentale aboutit à des formes méprisantes et islamophobes. Source institutionnelle et politique d'islamophobie. Laïcité, interprétation fallacieuse de la neutralité de l'État. La loi de 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice du culte, ainsi que la non-discrimination et l'égalité des citoyens devant la loi, quelle que ce soit leur religion, la séparation de l'État et du culte est le moyen pour y parvenir. Donc la neutralité est exigée. La loi exprime que la religion n'est pas affaire d'État. Pourtant, l'État intervient ces dernières années par différents moyens, même législatifs. Il n'y a qu'à regarder le simulacre de Nicolas Sarkozy dans sa convention de l'islam aujourd'hui avec certains guignols musulmans. Ce glissement fondé sur l'interprétation fallacieuse de la neutralité des États est dénoncé par plusieurs spécialistes français mondialement connus
dont le principal est le fondateur même de la sociologie de la laïcité, Jean Bobéro, CNRS. Ce dernier met en garde la France. Le combat pour la défense des valeurs de la France laïque glisse peu à peu vers la négation de la religion, notamment chez ceux à qui l'islam fait peur. C'est pourtant l'État français qui donne l'exemple d'une déviation et provoque la frustration des intellectuels, hommes et femmes, et les jeunes musulmans en imposant des lois et circulaires sur le foulard à l'école et le halal, etc. Ce qui sert la haine, les phobies et l'exclusion à l'égard des musulmans profitent de ces amalgames pour inciter à voter des lois stigmatisant encore plus les musulmans de manière directe ou indirecte. C'est à ce titre que des politiques et certains universitaires islamophobes posent aujourd'hui en faveur de l'interdiction d'un foulard, même à l'université. Le sommet de la haine et du ridicule est atteint. Des personnes de mauvaise foi prétendent même qu'il y a des difficultés à gérer les étudiants portant les foulards à l'université, alors que nos universitaires musulmans ne relèvent aucune difficulté vis-à-vis de cette question, bien au contraire. La pudeur et le respect des règles de la part des étudiantes musulmanes sont connus. Ces étudiantes sont majeures et libres de porter ou pas le foulard selon leurs convictions et conscience. Imposer son interdiction provoque la marginalisation de milliers de jeunes étudiants des bancs de savoir et sans discriminer, ce qui risque de produire davantage de frustration. L'interdiction des signes religieux est une forme de discrimination directe contre des personnes et croyances minoritaires et une discrimination institutionnelle et systémique qui nourrit l'islamophobie et la xénophobie. Sources socio-économiques et médiatiques. Socio-économique, l'exclusion des crises économiques et le traitement médiatique partiel ou biaisé sur les musulmans alimentent les frustrations des jeunes et des familles d'origine musulmane. La citoyenneté de cette tranche de population est ébranlée. Médiatique. Les médias classiques, journaux, télévisions, radios, revues, magazines sont devenus les vecteurs de l'islamophobie à travers l'invitation des personnes controversées et connues pour leur haine à l'égard de l'islam et des musulmans. Elles viennent déverser leur haine et leur insulte sans qu'il y ait un véritable débat et sans prendre la moindre élégance d'inviter de véritables spécialistes et contradicteurs. Ces pseudo-intellectuels ou intellectuels faussaires, pour reprendre encore Pascal Boniface, se trouvent au nom d'une pseudo-liberté d'expression, libre d'insulter, de propager la haine et la confusion sans mesurer la portée et les conséquences de leurs propos. Connues pour leur racisme et leur haine pour l'islam et les musulmans, elles se servent de concepts fabriqués de toutes pièces sans qu'il y ait un véritable recul épistémologique et scientifique pour justifier leur haine. Je pense particulièrement au concept d'islamisme. Qui signifie-t-il? Parle-t-on de concepts similaires pour les autres religions? N'y a-t-il pas là une volonté de semer la confusion et se cacher derrière ces concepts pour justifier la haine et le racisme? Certains avancent un visage masqué en essayant de faire la différence entre islam et ce concept fabriqué de toutes pièces, islamisme, pour se livrer à un discours islamophobe. D'autres affichent d'emblée la couleur et assimilent l'islam, grande religion de plus d'1 milliard de personnes, au terrorisme, fanatisme, pour ne pas qualifier tout simplement cette grande religion de fascisme. N'a-t-on pas entendu le Premier ministre et d'autres relayer se servir de ce scandaleux concept? Mesurent-ils la gravité de leur propos? L'islamofascisme. Ces vecteurs classiques que sont les médias ne sont plus les seuls à relayer ces discours islamophobes, mais ils sont concurrencés et dépassés par la toile et les réseaux sociaux. Ces derniers se livrent librement à des propos et insultes dépassant toute limite. L'évolution des différents modes d'expression islamophobes. Les formes discriminatoires du passé. Sans s'attarder sur ce point, les propos et incitations à la haine des musulmans, violences et agressions physiques ou verbales, les refus d'accorder des lieux de culte dignes, mosquées et salles de prière, les ghettos et comportements raciaux directs ou indirects à leur égard dans les domaines de l'emploi et du logement constituent les principales formes d'islamophobie. La société française a évolué favorablement sur ce terrain. Nombre de points, tels que le nombre de mosquées et l'amélioration dans les villes urbaines de banlieue, ou la répression juridique des discriminations, mais de nouvelles formes sont apparues liées à plusieurs facteurs. La société française ne s'adapte pas et cumule des retards. Les formes actuelles des discriminations islamophobes. En outre des formes de discrimination citées précédemment, nous devons ajouter les menaces, les projectiles, les grafas, les caricatures, les crachats, les arrachages répétitifs de foulards aux femmes musulmanes, les lancements de projectiles dans les mosquées et salles de prière, des insultes et injures anti-musulmans dans les réseaux sociaux, enfin, des blocages aux Français musulmans cadres à la prise de haute responsabilité dans la fonction publique et les grandes sociétés. Ces formes directes sont souvent renforcées par des formes indirectes comme moyen de propagation, alibi, couverture, amalgame ou frayeur infondée. Statistiques, analyse de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Le CFCM a recensé et comparé les dérives islamophobes durant le premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014.
Jamais depuis la mise en place de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie en 2011, dont le terme a été employé par le président de la République et qui vient d'être reconnu par la CNDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, et ce malgré l'opposition d'hommes politiques de droite comme de gauche, les actes anti-musulmans n'ont connu une telle implosion par des actions menaces sur les réseaux sociaux. En janvier 2014, 14 actes. En janvier 2015, 178, une augmentation de 1171% d'actes anti-musulmans. En février 2014, 10 actes. En février 2015, 18. En mars 2014, 13. En mars 2015, 26. Augmentation de 100%. Le nombre d'actes commis uniquement en janvier 2015, à savoir 178, dépasse largement les actes commis durant toute l'année 2014, à savoir 133. En définitive, pour le premier trimestre 2015, il y a eu 222 actes anti-musulmans et 37 menaces totales et 37 actes, soit 500% d'augmentation. Si cette implosion des actes anti-musulmans s'explique pour certains en raison du mois de janvier 2015 suite aux événements dramatiques qu'a connu notre pays après les crimes abjects, horrifiants et terrifiants envers les journalistes de Charlie Hebdo, cela ne peut en aucun cas justifier ce sommet de la haine ou de vengeance à l'égard des Français de confession musulmane qui ne sont ni responsables ni coupables des actes terroristes qui ont endeuillé le pays par des islamistes fanatiques criminels, ceux qui revendiquent pour l'islam pour commettre de tels crimes. Concernant les actions, c'est la première fois qu'il a été enregistré des jets de grenades ou des tirs à balles réelles sur les façades de mosquées. Pour le reste, il s'agit d'actions contre des lieux de culte, dégradation, commerce, appartenant à des Français de confession musulmane, l'inscription de tags nazis par des apprentis nazillants qui passent leur temps à fleurir le mur de nos mosquées. Les discriminations, l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie est saisi en permanence depuis l'année 2014 et cela s'est amplifié en ce premier trimestre 2015 de Français de confession musulmane, de femmes et d'hommes victimes de discriminations d'origine institutionnelle dans l'enseignement, dans la police, les collectivités locales, la CNCF. C'est purement et simplement le racisme et le rejet d'hommes et de femmes qui aspirent à être respectés. Est-ce que le vivre ensemble existe réellement en France? Est-ce que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité a un sens? La question se pose malheureusement. Tout cela se passe sans aucune réaction de la part de la classe politique qui, au lieu de dénoncer une telle dérive, essaie de lui trouver des raisons. C'est ainsi que lors des dernières élections départementales, pour gagner des voix, certains hommes politiques de droite... 2 minutes. Vous voulez que je m'arrête? Je m'arrête. Non, terminez, mais rapidement, c'était pour vous attirer l'attention sur le de respecter l'horaire. Je vais sur les conclusions. Voilà. Je viens sur les conclusions, j'en ai pour 3 minutes. Ça va? Ça va. D'accord. Alors, conclusion. Les peuples musulmans sont les victimes et les plus grands perdants de ces conflits et tensions. En servant aux peuples occidentaux ces nouveaux modes d'expression islamophobe avec la complicité des médias qui relaient ces concepts, les États occidentaux se dédouanent de leurs responsabilités historiques. Le fossé ne cesse de se creuser entre les communautés et les dangers guettent ce vivre ensemble très fragile. Nous ne sommes plus à l'abri d'autres déflagrations. La classe politique doit pleinement assumer ses responsabilités. Les intellectuels honnêtes et respectables doivent se mobiliser. Les bonnes volontés, les bonnes consciences doivent conjuguer leurs efforts pour apporter leur contribution afin d'apaiser le climat anxiogène et rendre les relations et rapports entre les communautés fraternelles. Les médias doivent respecter une déontologie sans faille et cesser de diffuser des propos xénophobes, islamophobes. Ils doivent être soumis à une charte beaucoup plus stricte avec toutes les sanctions qui doivent leur être infligées en cas des cas d'incitation. Le nombre, je saute un paragraphe, le nombre d'actes islamophobes ne cesse de s'accroître et devient très inquiétant. On peut donner des statistiques d'actes d'injures, d'atteintes physiques à caractère islamophobe. Toutes les couches sont touchées par ce phénomène très inquiétant que les autorités françaises tardent à prendre très au sérieux. Par contre, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je peux citer le cas d'un groupe universitaire lynché médiatiquement par des propos xénophobes, racistes, des amalgames, des raccourcis, sans qu'ils puissent avoir la possibilité de se défendre sur le plateau de télévision ou dans la presse. Celles et ceux qui les défendent bénéficient d'une couverture médiatique sans équivalent. Ces universitaires connus pour leur intégrité, leur sérieux, leur dévouement, se sont transformés du jour au lendemain en mafia, clan, trafiquants, avec la complicité d'une administration d'inspecteurs censés observer la neutralité et l'objectivité dans l'appréciation et l'évaluation des faits, documents et auditions. Il ne peut y avoir aujourd'hui en France, au XXe siècle, des zones d'exclusion des populations marginalisées, discriminées et moins libres, et des jugements de poids et de mesure, et j'arrête là. Merci.